Imaginez la scène. La future reine de Belgique reçoit une somptueuse tiare, un cadeau d'un dictateur. Mais des années plus tard, on découvre que les pierres de cette couronne royale sont fausses. Certaines auraient même été prélevées d'une statue de la Vierge Marie. Pourquoi des religieuses auraient-elles vendu les rubis en secret ? Comment un bijou qui a brillé lors de dîners royaux dans le monde entier a-t-il pu disparaître sans laisser de traces? Et surtout, pourquoi la reine elle-même n'a-t-elle jamais démenti les rumeurs selon lesquelles elle portait une contrefaçon? Dans cette histoire, vous découvrirez comment une infirmière discrète de Madrid est devenue une reine portant une tiare pleine de secrets. Vous apprendrez qui a tenté d'effacer la vérité et ce qui aurait réellement pu arriver à cette couronne légendaire. A-t-elle été perdue à jamais ou se cache-t-elle encore quelque part derrière les murs du palais? Le plus choquant vous attend à la fin. Ne quittez pas. Au début des années 1960, l'Europe respirait un vent de changement. Mais certaines choses restaient immuables. La fascination du public pour les familles royales, leurs choix, leur destin et bien sûr leur mariage. En Belgique, la population attendait avec impatience que le jeune roi Baudouin présente enfin sa future épouse au monde. En Belgique, la population attendait avec impatience que le jeune roi Baudouin présente enfin sa future épouse au monde. Depuis son accession au trône en 1951, à la suite de l'abdication de son père, le roi Léopold III, Baudouin menait une vie discrète, presque solitaire. Malgré son statut royal, il restait une figure énigmatique, ce qui inquiétait aussi bien les élites politiques que les citoyens. Le pays n'avait pas seulement besoin d'une reine, il avait besoin d'un symbole d'espoir, d'une femme qui deviendrait le cœur de la monarchie et l'image d'une nouvelle ère. Comme le roi ne montrait aucun empressement à fréquenter les cercles mondains ou à chercher une épouse, l'Église décida d'intervenir. Le cardinal Léon Sienens, l'un des ecclésiastiques les plus influents de Belgique, comprit qu'il était temps d'agir. Si le destin ne venait pas à Baudouin, alors peut-être fallait-il l'aider un peu. Il fit alors appel à une femme en qui il avait une totale confiance, sœur Veronica O'Brien, une religieuse dotée d'une intuition rare, d'un goût sûr et, comme on allait bientôt le découvrir, d'un étonnant talent de marieuse royale. Inspirée par sa mission, sœur Véronica entreprit un voyage à travers l'Europe, visitant des familles nobles catholiques à la recherche de la femme idéale. La liste des critères était brève mais essentielle. Une ascendance noble et une foi profonde, deux qualités qui, à elles seules, suffisaient à définir une future reine consort. Et c'est au cœur de l'Espagne, dans une maison discrète de Madrid, qu'elle la trouva. Une jeune femme aux yeux doux et au sourire modeste qui ne se doutait pas que sa vie était sur le point de basculer. Fabiola de Mora et Aragon n'aspirait ni à la gloire ni aux honneurs. Elle travaillait comme infirmière, choisissant de se consacrer aux autres plutôt que de chercher à briller en société. Bien qu'elle fût issue d'une famille aristocratique, sa marraine n'était autre que la reine Victoria Eugénie d'Espagne, Fabiola menait une vie simple, presque austère. Elle envisageait même sérieusement de devenir religieuse. Son calme, son intelligence et sa spiritualité profonde impressionnèrent vivement sœur Véronica, qui écrivit au cardinal avec enthousiasme. Elle est comme une bouffée d'air frais, grande, élancée, gracieuse, avec une beauté tranquille, pleine de vie, d'intelligence et d'énergie. Lorsque Baudouin lut la description de cette possible prétendante, il accepta immédiatement de la rencontrer. Personne ne s'attendait à ce qu'une rencontre arrangée avec tant de prudence donne naissance à quelque chose de véritable. Leur premier échange fut discret, sans éclat, mais l'atmosphère était palpable. Les regards, les gestes, les silences, tout laissait penser qu'il s'était passé quelque chose. Très vite, leur entourage comprit. Ils étaient faits l'un pour l'autre. Les préparatifs du mariage s'accélérèrent. La Belgique entière s'anima. Les journaux publiaient des photos du couple, les fleuristes du palais discutaient des compositions pour la cathédrale, et les joailliers royaux se préparaient à accueillir une pluie de cadeaux prestigieux. Tout le pays suivait chaque étape, car il ne s'agissait pas seulement d'une union, c'était le début d'un nouveau chapitre royal. La cérémonie fut fixée au 15 décembre 1960, le jour où une jeune infirmière madrilène deviendrait la 5e reine consort du Belge.
Et parmi les nombreux présents venus des 4 coins de l'Europe, l'un d'eux attira tout particulièrement l'attention. Non pas par sa taille, ni par son éclat, mais par l'histoire qu'il semblait porter. Il venait d'Espagne, et pas de n'importe qui, du général Franco lui-même et de son épouse Carmen Polo. Dans un écrin somptueux reposait une tiare, délicate, complexe, mystérieuse. Personne, à ce moment-là, n'aurait pu imaginer que ce bijou deviendrait le centre d'une histoire remplie de secrets, de murmures et d'une vérité qui, pendant longtemps, resterait soigneusement cachée. La tiare offerte à la future reine des Belges par le régime de Franco semblait, à première vue, être un simple geste diplomatique raffiné. Mais sous son éclat discret se cachait quelque chose de bien plus complexe. Ce n'était pas seulement un cadeau entre 2 nations, c'était un symbole, porteur de messages silencieux, d'un passé chargé et d'un récit à plusieurs niveaux. Fabiola reçut la tiare dans le palais familial situé rue Zurbano à Madrid. L'atmosphère de la remise du bijou était solennelle, presque rituelle. Carmen Polo, épouse du général Franco, lui remit personnellement l'écrin, accompagné d'un discours soigneusement formulé sur l'amitié entre l'Espagne et la Belgique. À l'intérieur, un bijou qui captait immédiatement l'attention. Une couronne ducale fermée, inspirée des couronnes héraldiques utilisées par les anciennes maisons nobles espagnoles, rappelant celles de la maison d'Albe ou de Medinaceli. Ce n'était pas simplement un ornement, c'était une déclaration. La base de la tiare était formée d'une bande continue de diamants blancs surmontée de 8 motifs floraux stylisés, des feuilles d'acanthe, entre lesquelles étaient insérées de petites perles rondes. Au centre de chaque fleur brillait une pierre colorée, tantôt rubis, tantôt émeraude, plus tard des aigues marines. Mais ce qui rendait cette pièce exceptionnelle, c'était sa modularité. La tiare pouvait être portée comme une couronne fermée, comme une guirlande plus légère en version ouverte, ou même transformée en collier. Les pierres centrales pouvaient être échangées selon l'occasion, la tenue ou le message à transmettre. Et ce n'était pas tout. En plus de la structure principale, Fabiola reçut une seconde monture, plus légère, en acier, permettant d'y fixer 7 des 8 éléments floraux détachables. Cette version permettait des configurations plus sobres, parfaites pour des dîners diplomatiques ou des événements moins formels. Ce n'était pas un simple bijou, c'était un outil de représentation royale, pensé pour s'adapter, évoluer, transmettre. Rapidement, des rumeurs commencèrent à circuler sur l'origine véritable de la tiare. Certains prétendaient qu'elle n'avait pas été fabriquée pour l'occasion, mais qu'elle appartenait autrefois à la très puissante maison de Medinaceli. Cette hypothèse se renforça lorsqu'on découvrit un portrait du XIXe siècle dans le musée de la Fondation du duc de Lerma à Tolède. Sur cette toile, signée Édouard Dubuff, Doña Angela Pérez de Baradas y Bernuy, duchesse de Medinaceli, portait une couronne étrangement similaire à celle que venait de recevoir Fabiola. Était-ce la même pièce? L'État espagnol l'avait-il discrètement acquise auprès d'une famille noble? Ou s'agissait-il d'un transfert discret d'un trésor historique, dissimulé derrière les apparences d'un simple présent? Une chose était sûre, cette tiare ne sortait pas de nulle part. Son passé était aussi complexe que l'Espagne d'après-guerre. Malgré les spéculations grandissantes, la tiare fut accueillie en Belgique avec enthousiasme. Le 14 décembre, la veille du mariage royal, Fabiola la porta pour la première fois en public lors d'une grande réception organisée au Palais Royal de Bruxelles. La tiare brillait de 1000 feux, mais elle ne dominait pas la mariée, elle la sublimait. Elle soulignait sa grâce silencieuse, sa retenue naturelle et une certaine force tranquille. Les invités furent impressionnés. La presse internationale en parla. Les cours royales européennes observaient avec attention cette mystérieuse tiare espagnole devenue bijou d'une reine belge. Et pourtant, dans les couloirs feutrés des palais, une question commençait à prendre racine. Une question que personne n'osait encore poser à voix haute. Et si cette tiare cachait quelque chose? Les rumeurs, comme la fumée, ne restent jamais en place. Elles s'infiltrent dans les moindres recoins, grimpent les escaliers, traversent les frontières sans bruit. Et lorsqu'elles concernent un bijou royal, un cadeau de mariage offert à une future reine, elles se propagent encore plus vite.
Au début, cela ressemblait à une légende discrète, presque pieuse. On murmurait que la tiare offerte à Fabiola par le régime franquiste avait autrefois orné non pas une tête couronnée, mais une statue de la Vierge Marie dans un couvent espagnol. Dans l'Europe de l'après-guerre, cela n'avait rien d'étonnant. De nombreux trésors familiaux furent confiés à des institutions religieuses pour les protéger des conflits ou des confiscations. Mais cette histoire ne s'arrêtait pas là. Selon plusieurs témoignages, le couvent en question aurait traversé une grave crise financière, au point que les religieuses auraient pris une décision difficile: retirer les pierres précieuses d'origine, rubis et émeraudes, pour les vendre discrètement et les remplacer par du verre taillé, soigneusement coloré pour imiter les gemmes d'origine. La forme restait intacte, l'éclat lui aussi, mais l'essence avait disparu. Au début, cette histoire circulait à voix basse, entre joailliers, collectionneurs et quelques initiés. Puis, elle prit de l'ampleur, et arriva enfin le moment de vérité. Après le mariage royal, la tiare fut confiée au bijoutier de la cour de Belgique pour des ajustements techniques, destinés à l'adapter à la tête de la nouvelle reine. Mais, sous la loupe, à la lumière des lampes d'atelier, l'imposture fut révélée. Certaines des pierres centrales n'étaient pas des pierres précieuses. C'était du verre, certes parfaitement taillé, mais sans la moindre valeur gémologique. La réaction du palais fut mesurée mais ferme. Les autorités espagnoles furent informées et la réponse ne se fit pas attendre. Personne ne voulait d'un scandale international. L'affaire fut traitée dans la plus grande discrétion. Le prestigieux joaillier madrilène Carrera fut missionné pour remplacer les pierres factices par des gemmes authentiques, de vrais rubis et de vraies émeraudes, soigneusement sélectionnés et taillés pour redonner à la tiare tout son éclat. Plus tard, un troisième ensemble de pierres, des aigues marines, fut ajouté. Ce fut un cadeau personnel du roi Baudouin, destiné à harmoniser la tiare avec un parure brésilienne reçue lors d'une visite officielle. Aucune déclaration officielle ne fut jamais faite. Ni le palais belge, ni le gouvernement espagnol n'ont confirmé ou démenti l'affaire. Officiellement, la tiare était restée intacte. Mais dans les coulisses, l'histoire continuait de faire parler. Certains y voyaient une simple légende inventée pour ajouter une aura de mystère. D'autres affirmaient que le scandale avait bien eu lieu, étouffé avec autant d'élégance que de détermination. Et la plus remarquable dans tout cela fut l'attitude de la reine Fabiola elle-même. Elle ne fit jamais le moindre commentaire. Elle ne confirma pas, elle ne nia pas, elle ne se justifia pas. Elle continua simplement à porter la tiare, avec dignité, calme et assurance, comme si elle affirmait silencieusement « Ce ne sont pas les pierres qui font la reine, mais la manière de les porter ». Dès lors, la tiare dépassa son statut d'ornement. Elle devint le prolongement de son image, un symbole de force tranquille, un outil d'expression muette. Plus les gens murmuraient sur son passé, plus la reine semblait invincible dans sa posture. Car peut-être que la véritable valeur de la tiare ne résidait ni dans les diamants, ni dans les rubis, mais dans la femme qui avait choisi de la porter selon ses propres règles. Avec le temps, ce bijou, né d'un geste diplomatique et offert en grande pompe, devint bien plus qu'une simple tiare. Il se transforma en symbole visuel de la monarchie belge. Ce n'était pas en raison de sa valeur, ni de ses origines controversées, mais grâce à une chose que peu de diadèmes peuvent se vanter de posséder, une polyvalence exceptionnelle. La tiare de la reine Fabiola n'était pas faite pour dormir dans un coffre-fort. Elle n'était pas une relique figée dans le passé. Au contraire, elle vivait. Elle voyageait, se transformait, s'adaptait à l'événement comme à l'époque. Elle changeait de forme, de couleur, d'allure, presque comme si elle possédait une personnalité propre. Fabiola, qui n'était ni extravagante ni frivole, comprit immédiatement la richesse cachée de cette pièce, et elle sut en exploiter toutes les possibilités. En tout, la tiare pouvait être portée de 6 manières différentes, en version couronne ducale avec rubis, émeraude ou aigues marines, ou en version tiare florale, plus légère et aérienne, montée sur une base en acier. Chaque fleur détachable pouvait accueillir une pierre différente.
Un bijou caméléon au service d'une reine au style sobre mais calculé. Le choix de la configuration dépendait du moment et surtout de ce que la reine voulait faire passer comme message, sans dire un mot. La version couronne avec rubis imposait autorité et puissance. Elle était portée lors des visites d'État, des dîners officiels, des cérémonies majeures. À l'inverse, les aigues marines, avec leur éclat doux et limpide, apportaient une touche d'élégance subtile, presque intime. Fait intéressant, les aigues marines ne faisaient pas partie du cadeau espagnol d'origine. Elles furent offertes plus tard, personnellement par le roi Baudouin, pour compléter un ensemble de bijoux brésiliens reçus lors d'un voyage officiel. Un ajout discret, mais chargé de tendresse. Fabiola ne se contentait pas de porter la tiare. Elle jouait avec elle la repensait, la réinterprétait. En 1961, lors d'une visite d'État en France, elle choisit la version florale avec des émeraudes. 3 ans plus tard, au mariage du roi Constantin II de Grèce, c'est la version rubis qui brillait dans ses cheveux. En 1964, au Japon, elle revint à la couronne ducale dans sa forme la plus majestueuse. Et lors des célébrations fastueuses de Persépolis, en 1971, elle surprit tout le monde en suspendant à l'une des fleurs une broche carrée sertie d'émeraude, cadeau de fiançailles de Baudouin, hérité de sa grand-mère, la princesse Ingeborg de Suède. À ce stade, la tiare n'était plus un accessoire, elle était un langage, une forme de communication silencieuse pour ceux qui savaient décoder les signes. Parfois, Fabiola n'emportait qu'un seul élément, une fleur accrochée à une chaîne fine ou utilisée en broche. D'autres fois, elle composait de véritables œuvres d'art. Lors d'une visite d'État en Espagne en 1977, elle choisit de suspendre 3 des plus grandes fleurs de la tiare à son sautoir art déco en diamant. Le symbole était puissant. Le bijou retournait dans son pays d'origine, porté avec fierté par une reine devenue icône. Un tel usage d'un joyau royal était presque révolutionnaire. Normalement, une couronne suit un protocole strict. Elle est portée selon des règles précises, rarement modifiées. Mais Fabiola brisa ces codes. Elle fit de cette tiare un prolongement d'elle-même, un instrument d'expression, de stratégie, d'équilibre. Peut-être était-ce là le secret de son charisme royal. Elle ne cherchait pas à dominer le bijou, ni à s'effacer derrière lui. Il y avait une harmonie rare, une conversation silencieuse entre une reine et sa couronne. Et pour ceux qui observaient attentivement, chaque version de la tiare racontait une histoire différente. Une histoire de style, de pouvoir discret, de choix assumés et de silence plus fort que n'importe quel discours. Avec le temps, même les symboles les plus éclatants de la royauté finissent par s'estomper. Non pas brutalement, mais doucement, comme une lumière qui s'éteint lentement, laissant derrière elle une lueur persistante dans la mémoire collective. Durant les dernières années de sa vie, la reine Fabiola se fut plus rare en public. Mais lorsqu'elle apparaissait, chaque bijou qu'elle portait semblait chargé de sens, comme une note silencieuse ajoutée à sa légende. Et pourtant, un bijou disparut, sans adieu, sans explication, sans trace. La dernière fois qu'on vit la fameuse tiare espagnole fut en l'an 2000, lors d'un dîner d'État organisé au château de la Héquenne. Ce soir-là, la reine Fabiola accueillait le roi et la reine d'Espagne, Juan Carlos et Sofia. Pour l'occasion, elle avait choisi l'une des versions les plus douces de sa tiare, celle ornée d'aigues marines, un choix hautement symbolique. La couronne retournait pour un soir dans le pays qui l'avait vue naître. Et puis, plus rien, plus aucune apparition, plus de photos, silence absolu. La tiare semblait s'être éclipsée de la scène royale. À la disparition de la reine en 2014, la question ressurgit. Que s'était-il passé avec cette tiare emblématique ? Était-elle toujours dans les collections royales ? Avait-elle été transmise discrètement à un membre de la famille ? Ou avait-elle été retirée à jamais ? Peut-être en hommage à l'unicité de celle qu'il avait portée pendant plus de 40 ans. Le mystère s'épaissit encore lorsque l'on vit réapparaître d'autres pièces de sa collection. La tiare Wolfers, la broche cascade de diamants, le somptueux ensemble tunisien.
Toutes furent progressivement remises en lumière, désormais portées par la reine Mathilde. Le message était clair, l'héritage de Fabiola n'était pas oublié, il était honoré, transmis, célébré. Mais la tiare espagnole, elle, restait invisible. Certains experts avancèrent qu'elle avait été léguée à des membres éloignés de la famille, hors du cadre officiel. D'autres pensaient qu'en raison de son histoire si particulière, mêlant religion, politique, scandale et diplomatie, elle était devenue trop symbolique, presque radioactive sur le plan royal, pour être portée à nouveau. Ce n'était pas un bijou ordinaire, c'était une légende en diamant. Une hypothèse plus pragmatique circula également. La tiare aurait été démantelée, ses pierres les plus précieuses, notamment les aigues-marines offertes par le roi Baudouin, réutilisées dans de nouvelles créations plus modernes, une pratique courante dans les familles royales européennes. Mais dans le cas de cette tiare, une telle fin semblait presque sacrilège, trop brutale, trop définitive. À ce jour, aucun musée, aucune vente, aucun communiqué officiel n'a révélé son sort. Elle s'est volatilisée. Comme si, après avoir brillé sous les lustres des palais et assisté aux plus grands événements diplomatiques, elle avait choisi de s'effacer, emportant avec elle tous ses secrets. Mais peut-être est ainsi que cette histoire devait se terminer. Peut-être que sa disparition n'était pas une perte, mais un adieu discret, un départ royal. Une manière de refermer un chapitre avec élégance et mystère. La tiare a disparu, mais elle n'a jamais été oubliée. Et tant que personne ne sait exactement où elle se trouve, elle continue d'exister. Dans les archives, dans les souvenirs, dans les couloirs du palais, et dans les regards de ceux qui, encore aujourd'hui, scrutent les photos anciennes en espérant y retrouver une étincelle de son éclat disparu.